Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier plateau concernant la première journée suisse de la vidéo numérique en direct sur Internet avec différents intervenants. Ce premier plateau concerne la communication d'entreprise et le marketing avec nous 6 intervenants, à commencer par Michel Croibier. Bonjour Michel. Bonjour. Directeur et fondateur de Dotcast. Avec nous également Charlie Freffel. Bonjour. Vous êtes directeur de Xtendix, plateforme suisse de vidéo numérique. Avec nous également Luc Serrano. Bonjour. Vous êtes réalisateur et auteur. Avec nous également Jacques Lacour, bonjour à vous. Bonjour. Responsable vidéo auprès de la banque Pictet. Avec nous également Angelo Bonafiglia, bonjour. Angelo, vous êtes Sales Manager chez Visual Switzerland, matériel de production audiovisuelle. Et puis on termine avec Omar Devji, bonjour, de Homegate TV. Voilà, les présentations sont faites. Un mot tout d'abord avec le responsable, celui qui est à l'origine de cet événement aujourd'hui, Michel Croibier. Quelques mots sur cette journée. Oui, alors une première journée suisse de la vidéo numérique dédiée à la vidéo numérique en entreprise qui va s'organiser autour de 5 tables rondes. La première qui commence tout de suite, vous l'avez dit, va parler de communication et de marketing dans l'entreprise, comment on utilise la vidéo dans ce contexte-là. Ensuite, à 11h, nous parlerons de communication interne et événementielle. Ensuite, nous aurons une petite pause, puis nous reprendrons à 13h45 pour parler de formation et de e-learning, d'Enterprise Academy, comme on dit en anglais. Ensuite, à 14h45, nous parlerons de l'archivage du patrimoine audiovisuel des entreprises et nous aurons des intervenants qui ont beaucoup à raconter là-dessus. Ce sera extrêmement intéressant. Et nous finirons à 15h45 par les aspects plus techniques, informatiques, sécurité informatique, liés à l'usage de la vidéo et comment on sécurise les contenus vidéo dans une entreprise. Voilà, les présentations sont faites et le programme est donné. À noter que les internautes peuvent aussi interagir, réagir en direct à ce qui est dit. Alors tout à fait, donc sur le site swissdigitalvideoday.com, vous avez accès au live streaming de cet événement. Vous pourrez revoir toutes les vidéos ensuite et également avoir accès à un chat interactif. Vos questions arrivent ici même sur mon écran et je serai heureux de les poser à nos intervenants. Voilà, Michel se chargera justement de relayer vos questions en direct ici à Lausanne. Je vais d'abord commencer avec Jacques Lacour et Omar Devji sur finalement votre expérience au sein de vos entreprises respectives. Peut-être Jacques Lacour d'abord. Quel est votre projet? Comment a-t-il débuté? Je pense que comme dans toutes les entreprises, on a débuté tout petit en s'apercevant que la communication était quelque chose de totalement indispensable. En fait, on part peut-être même d'un peu plus loin que les autres parce que les banquiers genevois sont connus pour être le plus discrets possible. Paraît-il qu'ils ont un peu changé. Historiquement. Alors justement, les temps changent et des plus discrets, maintenant, on cherche à communiquer et communiquer le mieux possible. Donc on doit aller 2 fois plus vite de manière à passer du plus discret au plus efficace dans la communication. Et puis on a commencé comme tout le monde en mettant par-ci par-là une caméra, du matériel. Et puis de fil en aiguille, on a construit un studio. Le studio est devenu plus grand. Et puis maintenant, on parle de gestion globalisée, de DMM, de Digital Media Management ou Digital Asset Management. Encore que dans les banques, on ne parle pas d'assets parce qu'on a tendance à confondre. Donc on parle plutôt de DMM. Omar Devji, pour Homegate TV. En 2 mots, qu'est-ce que c'est que Homegate TV et comment a débuté l'aventure? Yeah, sure. Actually, we first started as a web TV broadcast show. And we thought if we have a portal such like Homegate having 1.5 million unique clients, it would be sufficient in terms of audience that we could satisfy all partners having enough audience. But we learned, unfortunately, that even if you're in a service or if you have your videos on a service portal, it doesn't necessarily mean that people then go to the video because they go for a certain demand, like they want to sell something, they want to rent something, they want to buy something, and therefore we after 2 years we had to learn that the video is nice to have it on a portal such like Homegate, but that some additional media channels are needed, which we will talk, I think, a little bit later on. Évidemment, on y reviendra tout à l'heure. Angelo Bonafiglia, si on prend de manière générale
général et de plus large. Comment est-ce qu'on pourrait décrire le processus général de la mise en ligne d'une vidéo ? C'est-à-dire qu'on va commencer avant tout par différents types de médias, médias vidéo, médias audio, des médias graphiques qu'on va générer par une caméra pour de la vidéo. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à avoir un certain nombre de définitions différentes. On parlait il y a quelques années de SD, de HD. Aujourd'hui, on parle d'Ultra HD, voire même de 4K. Tout ceci avec des codecs et des formats différents. Tout ceci rend la chose un petit peu plus complexe à gérer aujourd'hui en termes de production. La vie du média, bien entendu, va partir par le côté production, puis être travaillé, donc élaboré sous forme de montage, d'illustration, d'assemblage. Et malheureusement, aujourd'hui, on s'aperçoit que les différents formats de production ne sont pas très compatibles avec la multigénération, avec le rendu, le calcul et des choses comme ça. C'est pour ça qu'on va toujours travailler sur une analyse de workflow aujourd'hui, donc les différentes étapes dans la vie du média, pour le rendre le plus efficace et avoir le minimum de pertes possibles en montage notamment. Donc une diversité, donc des transformations au niveau du média entre la production, le montage, et encore une dernière transformation pour la diffusion, qu'elle soit télévisuelle ou Internet. Et quelles sont, Angelo, les dernières évolutions en termes de production de la vidéo ? Je dirais que c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui parlent d'Ultra HD, de 4K, c'est un mot qui est très à la mode. La grosse tendance actuelle, c'est du tout IP, c'est-à-dire qu'on ne va plus transporter des signaux via des câbles vidéo comme on l'a connu, que ce soit en digital ou en analogique, mais vraiment sur un transport IP. Omar Devji pour HomeGate TV. Alors, la diffusion se fait notamment à travers des chaînes de télévision, mais YouTube, là-dedans, vous ne l'avez pas évoqué, c'est un choix, c'est voulu? No, never, because I believe that if you give out something worthful, which officially a show or some information, especially also internal information, might be, you should not. That's my personal opinion. You should not put it on an open channel like YouTube. You should be always on the control of your own footage, of your own show. Et pour vous, Jacques Lacour, on imagine que c'est les mêmes arguments pour la banque Pictet. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que pour nous, il y a une question fondamentale au départ, c'est la sécurité et la confidentialité du contenu. Donc on ne peut pas se permettre d'aller sur une plateforme extrêmement ouverte. D'un autre côté, ça me fait penser à une discussion qu'on a eue hier, encore une conférence sur Wikipédia. Et je pense qu'il faut toujours faire confiance au public. Le public a quand même toujours le dernier mot. Et je me souviens très bien, enfin, on a tous vécu l'abandon du MP3 avant de revoir le MP3 revenir en force, voire même être numéro 1 comme codec pour la diffusion audio. Et YouTube est une plateforme très forte qui évolue très vite, qui est certainement un passage obligé dans la diffusion, on aura l'occasion d'y revenir, mais dans le cadre d'une banque, ça ne se fait pas. Donc il y a une plateforme unique, en l'occurrence pour vos vidéos chez Pictet? Non, alors c'est plus complexe que ça. En fait, ça dépend de la sécurité, enfin de la confidentialité du contenu. On a plusieurs niveaux, je ne rentre pas dans les détails, mais effectivement, un contenu qui est extrêmement public peut finir aussi, même s'il a été produit chez nous, sur YouTube, mais c'est plus rare. Michel. Oui, je pense aussi par rapport aux plateformes telles que YouTube ou Vimeo, se pose souvent le problème, nous on l'a souvent constaté chez nos clients. Donc comme vous l'avez dit, ces problèmes de confidentialité, même si on peut protéger une vidéo, c'est quand même YouTube. On a vu par le passé pas mal de cas de choses qui sont parties dans la nature. Et ça vraiment, quand il s'agit de banques en particulier, de communication sensible, c'est très grave. Je pense qu'il y a un autre problème qui touche peut-être moins une banque, mais peut-être plus des activités commerciales, c'est la monétisation de ces vidéos, où tant que les vidéos sont stockées, diffusées sous contrôle de l'entreprise elle-même,
mais elle peut aussi en conserver la monétisation. Décider elle-même s'il y a des annonceurs, s'il n'y a pas d'annonceurs, si les accès sont payants, combien, à quel prix on va payer, si par exemple un contenu récent va être payant, c'est un contenu premium, et un petit peu plus tard, une semaine après, il sera un tout petit peu obsolète, il va devenir gratuit, ça on va pouvoir le contrôler. Choses sur lesquelles on va perdre totalement le contrôle si on est sur des plateformes publiques. Alors justement, si on prend votre cas d'HomeGate TV, Omar Devji, quel est le modèle d'affaires, quel est le business model d'HomeGate TV? Okay. Well, indeed, we started as a web TV company, and then we found out that we need the audience, which brought us finally to the TV. So we are actually the first web TV show in Switzerland who became a TV show finally, because we couldn't get the audience over the web. And well, we are quite proud to announce that we just started now this week, also from the German part, now having the show also in the French part. It's the first week broadcasted now also on your channel. Et comment peut-on voir vos vidéos aujourd'hui pour les gens qui nous regardent ou qui seraient dans le grand public, s'ils veulent vous suivre? Vous êtes disponible sur le net? They are available strictly on HomeGate. They are available. Some of our partners, like TV stations, they also distribute the contents on their sites. But we really want to have the people either on HomeGate or then have it with the partner, which are the TV stations, the regional TV stations in Switzerland. Donc effectivement, c'est très intéressant puisque là, on voit que les entreprises vont vers des technologies de télévision et s'adressent à des diffuseurs de type broadcast. Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, je pense. Luc Serrano, je t'ai dit, vous êtes auteur, réalisateur. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup, qu'on entend beaucoup ces dernières années ici en Europe, c'est le storytelling, alors qu'il existe depuis des dizaines d'années aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est que le storytelling et en quoi est-ce qu'il est important pour la communication d'entreprise? Le storytelling, c'est, comme son nom l'indique, raconter une histoire. C'était totalement absent de la communication institutionnelle des entreprises il y a quelques années. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de gens sur YouTube talentueux et la vidéo est partout, jusque sur nos smartphones. À partir de ce moment-là, le niveau d'exigence est monté. À tous les niveaux, hein, c'est-à-dire que ça peut sur l'advertising grand public ou la communication interne, mais aussi sur, je ne sais pas, du messaging des dirigeants d'une entreprise vers leurs salariés. Ou des entretiens d'embauche, vidéo. Donc en fait, le storytelling est arrivé parce que, comme on dit au cinéma, en fait, on écrit un film plusieurs fois. On l'écrit quand on raconte l'histoire pour faire du contenu intéressant, mais on l'écrit à la réalisation, on l'écrit au montage. Ça veut dire qu'une simple interview d'un président qui donnera un message toutes les semaines à ses salariés peut aussi être mis en scène. Et là aussi, il y a du storytelling. Alors, on comprend bien, Luc, concrètement, voilà, un président-directeur général veut envoyer un message à ses collaborateurs. Sur quoi vous allez travailler concrètement sur le contenu pour amener au storytelling? On va faire ce qu'on faisait avant dans la communication ou partout ailleurs, c'est prendre son PowerPoint avec un tas de bullet points rébarbatifs et lui expliquer qu'il va falloir qu'il crée du contenu intéressant. Parce que c'est ça, hein. Il faut séduire et il faut que ce soit sympa. Il faut quelque part que ça accroche maintenant les gens en quelques secondes. Donc on va le mettre en scène, oui, comme un metteur en scène le fait avec un comédien. Alors là, vous parlez de deux éléments. Il y a le contenu par rapport au fait d'amener une histoire et de raconter une histoire, puis vous nous parlez de la mise en scène. C'est deux choses qui sont identiques ou deux aspects différents? En fait, c'est très lié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait du script doctoring sur quelqu'un qui a écrit, même un chef d'entreprise, hein, on va lui dire non, là on va réécrire. On va forcément... il y a des gens qui sont naturellement excellents devant la caméra, mais on n'est pas... Il y en a beaucoup qui ont l'habitude de faire des grands-messes et d'être à l'aise on stage et de parler, mais dès qu'ils sont devant une caméra, c'est très différent. Donc on les aide pour ça. Et ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui était intéressant, c'est que les dirigeants d'entreprise ont confiance en vous parce que vous leur dites directement c'est mauvais. Oui, ça m'est arrivé de dire à des VP, des vice-présidents de très grosses compagnies, on refait c'est mauvais, et les gens autour étaient affolés, quoi. Mais comment il ose lui dire ça? En fait, maintenant, ils me gardent depuis des années, même pour leur faire des petites interviews, quoi. Parce que, voilà. C'est qui, par exemple, pour qu'on ait une idée, vos clients? HP, Intel, j'ai travaillé pour Rossignol, Salomon, pour un tas de grosses marques, le groupe Havas, Météo France en France.
Alors, si on prend HP, on va voir d'ailleurs des images d'un projet que vous avez mis en place. On parle d'ordinateur, de système informatique, mais on va le voir justement dans le clip qui passe. On ne voit aucun ordinateur sur ces images. Voilà, au départ, c'était un PowerPoint avec des thèmes à traiter. Et en fait, ça aurait pu être une vidéo. On voit le cycle de vie d'un ordinateur et comment il arrive au recyclage. Et c'est là où l'écriture intervient, où on dit non, mais il faut séduire, il faut que ça fasse du buzz. Cette vidéo, qui était au départ presque interne, a été diffusée dans 16 pays, en 19 langues, je crois, télé, etc. Elle est devenue un peu virale. Alors Donc, pourquoi, de manière générale, cette importance aujourd'hui de la vidéo? Pourquoi la vidéo et pas un autre moyen de communication? Je pense que c'est le nouveau mode de consommation de l'information qui est comme ça, quoi. C'est un incontournable. Ouais, sur une plaquette, on pouvait mettre un slogan, 2 affirmations et ça allait, c'est fini. Maintenant, il faut creuser plus profond, arriver à aller plus loin dans la communication. Et le média vidéo, comme le disait Jacques Lacour, hein, c'est devenu une obligation. Donc, on voit des studios se monter dans les entreprises. Oui, moi j'ai une question à poser également à Luc. On parle de vidéo numérique, on entend souvent dans vidéo numérique le support qui devient numérique, on numérise d'anciens supports analogiques, mais je crois que la vidéo numérique offre aussi des possibilités d'expression par l'interactivité, par différentes choses. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, oui, on en arrive à du transmédia en fait. Hein. On en arrive à avoir du direct avec des choses qui se passent online, des jeux. Enfin, on arrive à créer des outils de communication complexes et multimédia, vraiment. Là, vous avez lâché un mot qui me semble important, transmédia. Ça veut dire que la vidéo à elle seule ne suffit pas, Monsieur Fraffel. Est-ce qu'il faut, quand on imagine une vidéo, il faut avoir toute la communication qui va autour, pas seulement l'image? Justement, la vidéo même, c'est un média, mais aussi, comme il vient de dire, les PowerPoint, par exemple, qui illustrent une vidéo, ou bien même le chat, sont tous des composantes qui viennent ensemble dans un format complet avec PowerPoint et les chats, ou bien par exemple aussi des enquêtes pour demander qui pense que cette émission est bonne ou pas bonne. Donc c'est interactif, ça c'est certainement important. Merci Charlie Freffel. Luc Serrano, la vidéo, on l'a compris, c'est incontournable. Maintenant, comment utiliser à bon escient cette vidéo? Je pense qu'il y a quelque chose qui a été dit, c'est au niveau de la confidentialité. Moi, je travaille dans le cinéma. C'est pour ça qu'on m'appelle dans l'institutionnel et dans le business, dans le B2B. Il y a des niveaux de confidentialité. On peut faire des vidéos grand public jusqu'à des vidéos confidential. Et puis, il y a des accès restricted, où là, c'est vraiment top secret et ça s'adresse à une cible très interne. Donc l'utiliser, je pense aujourd'hui, c'est absolument dans tous les modes de communication, partout. Je pense que la vidéo s'utilisera même de plus en plus dans des modes qu'on soupçonne pas encore, quoi. Je parlais des entretiens d'embauche, mais effectivement, par exemple. Oui, tout à fait. Donc là, je reviens d'un grand salon international qui se tient chaque année à Amsterdam, à l'IBC. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir dans l'évolution justement de la vidéo et de ce que le numérique apporte à la vidéo, quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il y a quelques années, les plus gros stands sur ces salons étaient les stands de Sony, de Panasonic, de JVC. Aujourd'hui, un des plus gros stands, c'est GoPro. Et c'est très intéressant de voir comment l'évolution de la vidéo se fait. Aujourd'hui, on est capable, et je crois que Jacques pourra en parler aussi, puisque je sais, pour avoir travaillé avec lui, qu'il dispose de ce genre d'outils. Il utilise des drones pour ses tournages. Des drones avec des petites caméras légères qui permettent aujourd'hui d'aller chercher des images qu'on n'aurait pas pu faire il y a quelques années parce que c'était trop cher, ou tout simplement il est interdit de survoler Genève à moins de 10 mètres d'altitude. Donc il y a vraiment des évolutions comme ça qui sont grâce à la numérisation du média. Et puis on a des choses très innovantes qui commencent à arriver, comme les caméras à 360 degrés, où on a maintenant des espèces de couronnes de GoPro sur lesquelles on a 12 GoPro. On va pouvoir se promener, filmer, mais en même temps, les 12 GoPro vont enregistrer, ce qui fait que quand on va revoir la vidéo, elle sera totalement interactive. On pourra tourner la tête de droite, de gauche et voir ce qui s'est passé à droite, à gauche. Donc on a des outils qui évoluent beaucoup. Reste à trouver les histoires
que ces Non, outils mais vont servir. En fait, c'est simple. Pourquoi ces outils évoluent beaucoup? Parce qu'on baigne dans un monde où les séries télé sont devenues hyper exigeantes au niveau image. Maintenant, il y a des séries comme House of Cards qui sont réalisées comme des longs métrages, beaucoup mieux. Et on a besoin d'avoir ces outils de cinéma à portée du grand public. Donc, si on veut faire du time-lapse, du temps qui passe sur 4 jours, ben aujourd'hui, en Rhône-Alpes, il y a une société qui est en train de créer la GoPro du time-lapse, qui va être apposable partout. Des grues, des drones, Mais etc. est-ce que, Luc, il n'y a pas un croisement entre d'un côté la vidéo institutionnelle qui veut utiliser les codes du cinéma, puis à l'inverse, peut-être le cinéma, les séries qui utilisent aussi un matériel qui n'est pas a priori dévolu pour le cinéma? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, maintenant, on regarde de plus en plus des films sur lesquels sont mélangées des caméras de cinéma, des GoPro à l'intérieur des voitures, maintenant, il y en a partout. Et puis des caméras 4K qui sont des DSLR, même si ça fait du grand format, ça reste quand même de la caméra très, très accessible financièrement. Angelo Bonafiglia, par rapport à ce que nous dit Michel Croibier sur cette multitude d'outils à disposition, si un client vient vous voir et vous dit moi je veux utiliser un drone, je veux utiliser des smartphones et en même temps je veux utiliser une caméra de cinéma, enfin évidemment, qu'est-ce que vous lui répondez à ce client? Mais je crois qu'il faut répondre vraiment à la demande aujourd'hui. Comme disait Michel tout à l'heure, on en parlait tout avant. Il y a 20 ans, pour avoir un studio vidéo avec de la production et faire du montage, on parlait de budget, vraiment de budget conséquent d'1,5 million, des choses comme ça. Aujourd'hui, on peut diviser ce budget par 10, par 20, par 50. Donc ça permet à beaucoup de talents d'avoir des idées, même si elles peuvent paraître un peu folles, mais des fois de s'exprimer. Vous parlez d'un smartphone, d'un drone, d'une caméra 4K, pourquoi pas? Donc, quelque part, on n'est pas là pour juger ou dire c'est tout faux. Non, on doit justement accompagner l'idée pour lui offrir cette solution et lui permettre de réaliser en fait quelque part son rêve ou son idée. Je crois qu'il n'y a pas de règles aujourd'hui. On n'a plus du tout de règles. Donc tout est possible. Ça, je pense que c'est un petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus limité à des formats, à des caméras, à ne pas avoir à mélanger. Même on voit en TJ, en téléjournal, aujourd'hui, l'utilisation de smartphones. Les fichiers sont uploadés en direct vers des télévisions pour être montés et diffusés dans les minutes qui suivent. Charlie Freppel. J'aimerais ajouter un exemple très récent d'un PDG d'une grande assurance qui va visiter ses succursales et il fait en direct un reportage vidéo avec son chauffeur qui prend l'iPad et qui fait une vidéo qui est téléchargée sur le réseau de l'entreprise et chaque employé sait ce que fait le patron ou bien qu'est-ce qu'il a reporté de, par exemple... C'est de la télé-réalité en fait. Absolument, absolument. Ouais. Donc l'entreprise devient sociale. Oui, Michel Croibier. Oui, alors justement, parce que j'ai une question que j'aimerais poser à nos invités, Jacques Lacour et Omar Devji, puisque là, on parle de vidéos qui sont faites avec des outils très légers. On va parler de vidéos fabriquées par l'utilisateur et non plus par des professionnels, ce qu'en anglais, on appelle le User-Generated Content. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous utilisez des images qui sont faites par les employés de vos entreprises ou des clients de vos entreprises, mais qui ne sont pas faites par des professionnels? Et si oui, comment est-ce que vous les utilisez? Alors, peut-être Jacques. Okay. As we work a lot also for clients, we don't recommend to use unprofessional shots unless there's something for internal communication. Let's say I would like to transmit some knowledge or some information, but we strongly believe in external communication that really it should be done in a professional way. That's what we strongly believe in. Jacques Lacour. De notre côté, je pense que les outils dont on vient de parler sont des outils fantastiques. On en a des extraordinaires, on a beaucoup de plaisir à jouer avec, on fait des choses très très belles, mais ce n'est pas ça qui est important. Et je pense qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le storytelling. Ce qui est important chez nous, c'est le message qu'on fait passer et comment on le fait passer. J'insiste beaucoup sur le comment on fait passer. Parce que pourquoi est-ce qu'on s'est mis à faire de la vidéo? C'est une des questions qu'on abordait tout à l'heure. D'abord parce que c'est agréable d'avoir l'image, le contenu, ça bouge, on met un enfant devant la télévision, il regarde tout le temps. Et puis, si on va un peu plus loin,
au-delà de faire des belles images ou des images agréables, quelque chose qui bouge, le plus important, c'est de faire du contenu. Alors d'abord le contenu de la personne, enfin du message qu'on essaye de faire passer, mais on peut aller même au-delà de ça. C'est pour ça que chez nous, plus important que la technique, c'est le département de communication qui interagit sur tous nos films, parce qu'on va rajouter un edge, enfin une manière de dire les choses, du storytelling de nouveau, qui rajoute au contenu. On a affaire particulièrement dans notre entreprise, puisque c'est de la banque, à des spécialistes, qui sont des gens qui sont extrêmement calés dans leur métier. Et quand vous les interviewez ou quand vous enregistrez une conférence, c'est barbant à souhait, c'est catastrophique. Et pourtant, c'est des gens passionnants qui ont des choses passionnantes à dire. Mais si on arrive à rajouter par là des images qui sont bien faites, une manière de dire les choses, et on n'a pas forcément besoin d'apprendre aux gens ou de les mettre en scène particulièrement. Souvent, ils amènent du contenu, mais il faut savoir le saisir d'une certaine manière avec tous ces outils-là. C'est passionnant parce qu'on peut faire beaucoup plus que simplement une conversation avec un spécialiste qui nous amène quelque chose, avec tous ces outils. Donc chez nous, on utilise tous les outils. Autant des caméras extrêmement sophistiquées, on filme en 4K, comme on parlait tout à l'heure, qu'une des dernières productions qui a été faite entièrement avec des iPhones, parce que le département de communication avait besoin d'une proximité, d'une manière naturelle des gens de prendre leur téléphone et de filmer. Et je pense que tous ces outils doivent être utilisés. On a une chance fantastique, comme je disais, c'est d'avoir tous ces outils. Mais in fine, le plus important, c'est le message. Oui, parce que le matériel, Luc Serrano, qu'on va utiliser entre une caméra professionnelle de cinéma et un smartphone, le rapport vis-à-vis des interlocuteurs change totalement. Oui, je pense que l'exemple que prenait Jacques Lacour d'utiliser des smartphones pour faire un sujet entier, un film, short, je suppose, c'est la proximité. Le fait de voir quelqu'un parler en mode selfie, c'est simple, il est tout seul, il n'a pas d'équipe autour de lui, donc il est sincère et s'adresse directement à vous. Ça peut être un axe testimonial, on va avoir 5 témoignages, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ça ressemble à ça. Après, utiliser une caméra de cinéma, que ce soit les caméras de cinéma d'aujourd'hui comme une Red Dragon 4K ou alors une Alexa, une caméra qui demande un opérateur et un chef opérateur, un directeur de la photo, etc. Ça créera autre chose. Mais Michel Crovier. Oui, je suis d'accord en tout cas. Oui, alors voilà, moi je rebondis un petit peu sur tout ça. Donc effectivement, on a beaucoup d'outils, on produit avec beaucoup d'outils différents, on produit dans beaucoup d'endroits différents aussi. On a dans les grandes entreprises des bureaux distants dans différents pays avec plusieurs langues, avec des cultures différentes, des habitudes de production différentes et qui se sont parfois construites chacune indépendamment. Là, j'aimerais interroger Jacques Lacour sur ce sujet-là, puisque je sais que chez Pictet s'est posé à un moment la problématique d'avoir différentes business units qui ont développé leurs propres vidéos, un petit peu chacun dans son coin. Et aujourd'hui, le travail de Pictet consiste à essayer d'unifier tout ça de manière à ce qu'on puisse tous profiter dans l'entreprise de toutes les vidéos. Et si Jacques pouvait nous expliquer un petit peu quelle a été sa démarche de son constat jusqu'à la décision d'aujourd'hui d'unifier toutes les plateformes existantes. Alors, il faut savoir qu'on a à la fois une grande opportunité et un gros problème. Alors, on a des clients dans 80 pays, donc énormément de langues différentes. On a 3800 collaborateurs. Bon, ce n'est pas une entreprise, une taille extrême, mais enfin, c'est quand même assez conséquent. Et puis, comme on a beaucoup de cultures différentes, on a des succursales partout dans le monde, on a des manières différentes de voir la vie et en tout cas d'emballer les idées. Alors, on s'est aperçu très vite que tout le monde était demandeur. Que ce soit au Japon, que ce soit à Londres, que ce soit chez nous, tout le monde veut faire de la vidéo et puis tout le monde veut le faire le plus vite possible. Alors ça nous pose un gros problème parce que quand on leur dit écoutez, on a un centre de production à Genève, il n'y a aucun problème, votre production on la met la semaine prochaine, déjà d'entrée de jeu, ils ne nous entendent plus parce qu'il faut avoir tout de suite sa production, il faut diffuser tout de suite, on vit dans un monde de l'immédiateté, on veut les choses demain, c'est déjà tard. Alors, on doit à la fois unifier notre manière de diffuser et unifier pour une autre raison aussi, c'est parce qu'il y a quand même un langage initial venant des associés fondateurs et la maison mère à Genève.
Et puis en même temps, on veut être le plus efficace possible dans les différents pays où on travaille. Donc, on a des grands centres de production. Je parlais du Japon qui fait quelque chose comme 800 films par année. C'est pas rien pour une équipe qui n'est pas énorme non plus. Mais en même temps, on essaye d'unifier tout ça. On y reviendra justement sur cette problématique du DMM, de manière à avoir des outils communs à tout le monde. Et de nouveau, je reviens avec cette dualité, outils d'une part communs, plateforme de production commune, et aussi langage commun et vision commune. Parce que quelque part, tous ces outils nous servent à communiquer une vision, une manière de voir les choses, celle en l'occurrence de nos associés de la maison mère. Et c'est difficile de donner des moyens à tout le monde et en même temps de contrôler tous ces moyens de la meilleure manière possible. Ça fait sourire Luc Serrano. Oui, parce qu'avant, on avait les chartes graphiques dans les grosses compagnies. Maintenant, on a le tone and manner pour parler et le look and feel pour les vidéos. Alors, je ne vous parle pas des synthés et de tout l'habillage qu'on voyait à la télévision et qui vient dans les entreprises. C'est exactement les mêmes termes, exactement les mêmes métiers que les graphistes en TV. Mais au-delà de ça, on a des questions budgétaires sur l'unification des vidéos. C'est que les budgets sont divisés par 10 depuis l'arrivée du numérique, comme Angelo le soulignait tout à l'heure. Petites caméras, petites équipes, quelque chose qu'on faisait à 15 techniciens, on le fait à 2. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait un cahier des charges complexe quand on veut unifier sa façon de communiquer dans le monde. Michel Croibier. Oui, et je crois que l'intérêt d'une plateforme vidéo numérique unifiée dans une entreprise, et je poserai peut-être des questions plus détaillées à Charlie Freffel, qui est éditeur d'une telle plateforme vidéo numérique, c'est que non seulement elle sert à diffuser les vidéos, mais également à les fabriquer, et à les fabriquer dans différentes versions. On fait des versions dans différentes langues, on va faire des versions de différentes durées également, puisque une vidéo qu'on va regarder sur un mobile, on va essayer de la faire probablement un petit peu plus courte, parce que le temps disponible du spectateur sur un mobile va être plus court. Donc, alors que s'il va regarder sur le web, il va peut-être regarder l'intégralité du discours du président de l'entreprise. Donc il va falloir faire différentes versions. Pour produire toutes ces différentes versions, soit l'entreprise produit en interne, il y a certaines choses qu'elle va souvent sous-traiter. Je pense à la traduction, au sous-titrage par exemple. L'intérêt d'une plateforme vidéo numérique unifiée intégrée à l'entreprise va être aussi d'être capable d'envoyer les films à la société de traduction, qui peut être au Japon si on veut traduire en japonais alors que le siège est à Genève. Et cette plateforme numérique va garantir que le média est bien transmis à la traduction, que la traduction va être validée avant que le film pourra être enfin diffusé. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec des outils comme YouTube ou autres, puisque la vidéo ne doit pas être diffusée tant qu'elle n'est pas finie d'être produite et traduite. Donc là aussi, on a l'utilisation d'une plateforme numérique, non seulement comme outil de diffusion, mais aussi comme outil de fabrication et de déclinaison dans différentes versions. Charlie Freffel, c'est un tout en un, en l'occurrence, ce que vous proposez. Oui, plus ou moins. Donc, à part la production, qui est une partie, dès que le signal est là de la vidéo, que ça peut être du live, donc comme ici. D'ailleurs, ça part avec notre système sur Internet. C'est là que le système assure la transformation dans tous les formats qui peuvent être visibles sur chaque browser, donc que ce soit du Chrome ou du Firefox ou quoi que ce soit. Et ça, c'est pas évident. Et surtout aussi dans les portables, on va certainement encore en parler, les portables qui sont devenus très complexes dans le sens qu'il y en a tellement. Il y a regardez le monde Android. Et on ne peut pas toujours garantir que ça soit visible sur chaque téléphone ou smartphone. Mais justement, c'est le système qui s'occupe. C'est-à-dire, c'est la technologie qui est derrière, qui donne la garantie à la compagnie, par exemple, de dire, OK, on a une vidéo, on veut la faire passer, on a les instruments. Le logiciel, mais aussi on ajoute après la publication, c'est-à-dire ça passe à travers un réseau qu'on met à disposition. Ça peut être le réseau interne, mais ça peut aussi être le réseau, naturellement, comme chez YouTube, l'Internet, et ça passe jusqu'au monde entier. Et on ne passe plus par les satellites, comme c'était peut-être
il y a quelques années. Ouais, voilà. Donc c'est comme il a dit, IP, ça passe tout à travers l'Internet. Angelo Bonafiglia, on a compris qu'au niveau de l'usager, le smartphone est un outil très simple. Mais on comprend bien par rapport aux propos de Charlie Freffel que pour mettre à disposition des vidéos pour les smartphones, c'est la croix et la bannière. Oui, oui et non. C'est-à-dire que c'est clair qu'une fois le processus de production terminé, il va y avoir des valeurs ajoutées qui vont être mises sur l'outil, il va y avoir des traductions. Est-ce que ces processus font partie encore aujourd'hui de la production traditionnelle ou viennent se rajouter sur un outil de diffusion qui va permettre d'exploiter quelque peu de médias, si vous voulez, en y ajoutant simplement, pour des zones comme le Japon, on aura automatiquement le sous-titrage japonais, on aura automatiquement l'audio en japonais, alors que si on clique avec le même smartphone en Italie, par exemple, automatiquement, la même vidéo, la même source, si vous voulez, va être lue en italien, avec un sous-titrage en italien, du moment que l'original n'a pas été dans la langue. Michel Premier. Oui, alors on parlait du mobile. Donc le mobile, effectivement, c'est le support qui grandit aujourd'hui. Si on regarde les statistiques de minutes de vidéos consommées, on s'aperçoit que le mobile grimpe en flèche au détriment des autres supports. Donc effectivement, s'adresser au mobile, c'est aujourd'hui nécessaire. Des mobiles, on sait qu'il en existe des dizaines de modèles différents qui vont avoir des caractéristiques techniques différentes, des formats de vidéo, on parlera de codec qui est la façon d'encoder la vidéo. On va parler également de différentes façons de protéger cette vidéo, parce qu'une vidéo par exemple qu'on va mettre sur une tablette pour un VIP qui va partir prendre l'avion, la vidéo réside sur sa tablette. Comment est-ce qu'on va faire au cas où il se fait voler sa tablette, que la vidéo reste protégée? Donc là, il y a des technologies qu'on appelle des technologies de DRM, Digital Right Management, qui vont nous permettre de crypter la vidéo. Donc le mobile apporte quand même beaucoup de souplesse, est nécessaire dans la diffusion, mais apporte aussi de savoir mettre en place la gestion de cette diversité et des potentiels risques de diffusion non voulus sur toutes ces différentes plateformes. Donc c'est effectivement un sujet assez important. Est-ce que j'aimerais encore interroger nos invités là-dessus, vos expériences sur la partie mobile, qu'est-ce que vous avez utilisé, qu'est-ce que vous avez déployé? Peut-être on commence par Omar. No, we do not use it in HomeGate TV. Pourquoi? It's not in terms of quality, it's not professional enough, because finally we have a TV show and we want to have it on a very good level. But may I also say something to the evolution? I think the whole thing is like the evolution, yes? At the early centuries, they were typized, yes? Now every CEO writes his own letter. And I think this will be the same with video, yeah? So that it's sooner or later, everybody will be a cameraman. But I'd like to compare it with cooking. I mean, all of us, we make cooking, but we are not Bocuse. So it always depends, really, and I think that's what people always should reflect if they use audio content, what is really what they want to achieve with it, and then they shall decide what are the tools to. Jacques Lacour. À l'opposé, nous, c'est des outils qu'on utilise. Nos utilisateurs sont de plus en plus demandeurs de pouvoir avoir du contenu immédiat sur iPhone, sur tablette, quand ils vont voir des clients à l'extérieur. Et puis, d'une communication, on le disait tout à l'heure, qui va de plus en plus vite. Donc, on va avoir les contenus très rapides. Je rebondis un petit peu sur cette idée d'unifier la plateforme pour avoir un seul outil de diffusion. Il y a un aspect chez nous qui est très important aussi, c'est l'obsolescence. Notre expérience, c'est quand on a commencé à produire des vidéos, très vite, on a eu par exemple notre film institutionnel, le film qui présente l'entreprise, qui s'est retrouvé dans 10 centres de production différents, dans 10 versions différentes. Chaque 10 versions était déclinée en
20 codecs différents, avec des tailles d'écran différentes. C'est devenu le cauchemar instantanément. Et on a le même problème multiplié, on parlait de 800 vidéos au Japon par année, multiplié par les centres de production, on parle de milliers de vidéos. Et quand on reçoit un coup de fil au centre de production, au studio, on nous dit « mais est-ce que vous avez la dernière version du film Intel ?» Pour nous, c'est une catastrophe parce que c'est impossible de savoir qui a la dernière version, comment elle est, où est-ce qu'elle est gérée, où est-ce qu'elle est. Le résultat des courses, c'est que si on diffuse une mauvaise version, on va avoir tout d'un coup des chiffres qui sont plus conformes au marché. On parle de banque chez nous, c'est un marché qui va très vite, c'est des choses qui évoluent très vite. Même sur le contenu, si tout d'un coup une idée était forte hier, elle n'est pas forcément aujourd'hui. Et donc on est obligé d'avoir un contenu qui est à jour tout le temps. Et donc le seul moyen, et on en revient, c'est d'avoir une plateforme unifiée avec des outils comme les vôtres qui permettent de diffuser un seul film, par exemple le film institutionnel qui présente l'entreprise, en étant sûr que c'est la bonne traduction dans toutes les langues, le bon film, et qu'une fois que le film va sortir, peu importe si vous le regardez sur un iPhone, sur une télévision, sur même un PC avec un écran 4/3 à l'ancienne, le film sera toujours dans la meilleure qualité possible, avec le bon codec, Angelo, c'est vrai, de manière à ce que ça sorte. Alors, c'est quelque chose de totalement paradoxal, puisqu'on parle de ces codecs, c'est de savoir qu'on peut tout faire, et en même temps, plus on a de possibilités de faire des choses, plus c'est compliqué de les faire bien et de ne pas se tromper justement de médias. Et sur justement la démocratisation de l'outil smartphone, ce que nous disait Omar Devji tout à l'heure, et puis aussi cet élément-là, Luc Serrano, le réalisateur que vous êtes, vous travaillez, j'imagine, principalement au 16/9e. On nous dit aujourd'hui que l'outil majoritaire impose son format. Et on le voit beaucoup, les smartphones maintenant, on les filme non pas en 16/9e, mais à la verticale. Est-ce qu'on va avoir du coup des films maintenant produits en verticale? Mais évidemment. Il y avait un film au Festival de Cannes de Dolan qui commençait en 1/1, qui passait en 4/3 et finissait en 16/9e. Le format, il fait partie du storytelling. Parler en vertical, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On parle de l'utilisation de la GoPro. Moi, récemment, sur un long métrage, on l'a mis sur un aigle. On a mis la GoPro sur un aigle, on a le point de vue de l'aigle. Vous l'avez certainement vu sur une de vos chaînes de télé, quel que soit le pays, voler des plus hautes tours de Dubaï, etc. Ça, c'est un long métrage sur lequel on a écrit. Là, la GoPro, on s'en fout. Le point de vue est tellement beau que de toute façon... Là, c'est le contenu qui prime. Ah oui, et puis c'était pas des GoPro, c'était des Sony en plus. C'était même pas un GoPro, c'est un plus petit capteur. Et c'était magnifique, les images. Donc voilà, puis c'est un long métrage qui est sorti maintenant. On arrive au terme de cette table ronde. Pour clore ces éléments-là, peut-être d'abord Michel Croibier et Charlie Freffel sur les éléments, on va dire, de coût, d'abord d'investissement et puis de coût de fonctionnement de ce genre d'outils. Oui, alors effectivement, moi, on se dit, voilà, toute cette offre qui existe, ces moyens de tournage, ces moyens de diffusion, etc. Et l'écriture qu'on est capable de mettre dessus pour les exploiter au mieux. Alors combien ça coûte tout ça pour une entreprise qui aujourd'hui désirait de se lancer dans l'aventure de la communication vidéo numérique? Je dirais que, c'est extrêmement difficile d'y répondre, mais il y a deux grands modèles de fonctionnement. Il y a un modèle, vous avez une entreprise où vous n'imaginez pas installer des milliers de serveurs chez vous. Et il y a une technologie qui est maintenant très accessible sur le marché, qu'on appelle le nuage, le cloud, qui permet, avec votre poste de travail, tel qu'il est, vous ne changez rien, vous vérifiez juste qu'il y a un micro, une caméra et des haut-parleurs. C'est juste, ça suffit. Et à partir de là, tous les serveurs vont être déportés chez votre prestataire et vous allez simplement payer un service tous les mois en fonction de l'usage que vous en faites. Et je sens déjà que des gens vous posent la question de la sécurité. On y reviendra dans un prochain plateau. Alors, on y reviendra effectivement à 15h45 et on verra qu'on adresse très concrètement ces problèmes de sécurité, même dans le cloud. Maintenant, pour certaines conditions qui sont extrêmement strictes, et là, c'est quelque chose qui est je sais que c'est le cas dans la banque Pictet, où certaines vidéos ne sont pas si sensibles que ça, et elles sont hébergées dans le cloud pour des raisons de budget, de simplicité, les logiciels se mettent à jour tout seuls, enfin, c'est extrêmement simple, mais d'autres vidéos sont extrêmement sensibles, et pour celles-là, il était possible d'installer une petite partie de cette plateforme vidéo dans les locaux de la banque, sécurisée, physiquement sécurisée dans leur propre data center. Donc les deux modèles existent. Il est clair que ces deux modèles
le premier va avoir très peu d'investissement, très peu de capex, comme on dit, mais par contre les coûts opérationnels seront adaptés à la consommation qu'on va faire, et je laisserai Charlie détailler ça en détail. L'autre partie va nécessiter un petit peu plus d'investissement puisqu'on va installer des serveurs dans l'entreprise et qu'il faudra également les faire fonctionner par la suite. Par contre, là, on n'est plus dépendant de la volumétrie de l'entreprise. Si on est une très grande entreprise, on aura probablement intérêt à installer ses propres serveurs. Vous ne voulez pas nous donner de chiffres, Michel? Alors, les chiffres, on a des chiffres d'entrée. Je vais laisser Charlie en parler puisque c'est l'homme de la plateforme. C'est lui qui la déploie. Charlie Fretfeld. Oui, bon, contrairement à ce qu'on dit, ce qui est gratuit chez YouTube, gratuit en guillemets, parce qu'il y aura la pub, et en part de ça, on donne encore les droits de son contenu. Nos clients, ils débutent normalement avec un service en cloud qui est assez raisonnable dans le prix. Ça peut être 1 000 francs par mois. Et tout est inclus. Donc, on met à disposition le logiciel, l'infrastructure, donc c'est tout géré complètement, donc un service complet. Et naturellement, dans les banques, assurances, beaucoup de nos clients, ils ont encore un service en interne, donc ce sont des licences traditionnelles. Et de plus en plus, on voit les hybrides, les systèmes hybrides, c'est-à-dire tout ce qui est contenu moins, disons, critique, ça sera en cloud, et tout ce qui est vraiment protégé, ou doit être protégé, ce sera en interne. Et là, encore une fois, les prix peuvent aller de 50 000 francs à 100 000 francs ou plus. Ça dépend un peu, justement, de l'infrastructure. On est parallèle avec un système SAP, tout d'un coup. Et aujourd'hui, la vidéo, ça vient business critical, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit fonctionner. C'est pas seulement comme avec les compagnies médias comme Ringier qui utilisent notre système, donc avec chez Blick. Là, ça doit fonctionner 24/24 parce que c'est la commercialisation avec la vidéo. Et dans l'entreprise, la vidéo est nécessaire pour la communication de certaines documentaires, comment est-ce qu'on dit documentation, bien message du CEO, c'est aussi important, mais là, il n'y a que 1 000 personnes, 2 000 personnes qui vont regarder, donc c'est différents business, et c'est pour là qu'on a toutes les options à disposition. Mm-hmm. Et voilà, on arrive au terme de cette première table ronde. On ouvre la séance de questions-réponses, s'il y en a déjà peut-être dans le public. Si ce n'est pas le cas, Michel, s'il y a des éléments sur Internet, des questions peut-être ? Alors, effectivement, la question des coûts, c'est pour une petite entreprise, voilà, c'était ça. Moi, j'ai une petite entreprise très dynamique, j'ai des produits innovants, je veux communiquer de manière innovante, ça va me coûter combien ? Je dirais qu'on peut commencer petit sur les outils techniques, comme Charlie l'a dit, et je crois que ce qu'il faut vraiment prendre en compte et qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que les outils ne sont que les outils. Et je pense que le travail d'écriture ne doit pas être négligé. Et je crois que c'est vraiment la première chose à penser et ne pas penser uniquement à la plateforme technique. Donc voilà, la réponse qu'on peut faire sur ces coûts qui se posaient, c'est ne pas oublier le contenu et je dirais même mettre le contenu d'abord. Voilà, qui est dit. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence et votre participation. On marque une petite pause, on se retrouve à exactement 11h05 pour la deuxième table ronde. On parlera de communication interne et d'événements, notamment d'événements en direct avec la vidéo, vous l'avez bien compris. Merci beaucoup, à tout de suite. Salut.